Salut Philippe, j'essaie de regarder et de voir si tous les participants sont là avant de lancer officiellement le webinar. Alors, je pense qu'on peut attendre encore Ouais, quelques instants. Je vois la liste qui monte progressivement. exactement. Une douzaine. On va commencer dans une petite quinzaine de secondes. Ça te va, Oussama? Ouais, parfait. Je vois qu'on est Good. déjà 10 participants. Allez, encore quelques minutes. Allez, disons 11h03, on lance. Je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire que j'ai le plaisir de co-organiser avec Philippe de chez 55, notre partenaire à service sur tous les sujets data. Et aujourd'hui, on va essayer de parler des CDP composables pour essayer d'expliquer cette nouvelle approche de la Customer Data Platform. Et on commencera par une présentation de cette approche dans sa globalité. Et ce sera Philippe qui prendra la parole sur cette partie et on y reviendra par la suite sur des cas clients d'implémentation réussie d'une CDP composable. Et avant de commencer, je propose de présenter. Oussama, je suis le CEO et le fondateur de Dinmo. J'ai créé la société il y a 3 ans avec comme ambition démocratiser l'accès à ces technologies de Customer Data Platform. Et avant Dinmo, j'ai travaillé une dizaine d'années dans la data sous plusieurs prismes en tant que Head of Data chez Ornicar ou encore dans le conseil, à aider pas mal d'entreprises à construire des actifs data first party et les exploiter. Et Philippe, Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Philippe Kuhn. Mon rôle chez 55, c'est si j'essaie de vulgariser, c'est de diffuser l'expertise sur tous les sujets analytiques, CX et justement CDP, donc ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc je suis aussi très content de co-animer le webinaire avec Oussama et Dinmo autour des CDP composables et essayer de vous expliquer peut-être pourquoi tout le monde en parle aujourd'hui avec un regard assez pragmatique. Donc je vais m'appuyer, en tout cas je vais essayer de m'appuyer sur le vécu et l'expérience de 55 sur ce sujet qui est de plus en plus palpable depuis maintenant quelques temps. Et si je dois définir un objectif aujourd'hui pour vous, c'est que vous puissiez vous dire à la fin du webinaire, est-ce que ce sujet CDP composable, et je dirais plus l'approche CDP composable peut avoir de la valeur pour mon entreprise? Et est-ce que je n'aurais pas intérêt à explorer tout ça avec 55 et Dinmo? parfait. Donc on a 40 minutes, on va essayer de garder une dizaine de minutes à la fin pour des questions-réponses. Et on attaque tout de suite pour ne pas perdre du temps en donnant la main à Philippe pour qu'il puisse vous expliquer la vision de 55 sur ces tendances de CDP. Effectivement, merci Oussama. Donc, on ne va pas forcément rentrer immédiatement, vous l'avez compris, dans la technologie. On le fera tout à fait avec Oussama tout à l'heure sur l'encart d'Inmo. Euh, avant de commencer, en fait, on va explorer les tendances, c'est-à-dire les choses qui se sont passées progressivement depuis maintenant quelques mois, qui pourraient expliquer justement pourquoi on approche et pourquoi on parle de plus en plus de ces fameuses CDP composables. Et on préfère pour l'instant dire d'approche composable avant de parler même de CDP. La tendance numéro un,
qui est vraiment importante et qui est là depuis maintenant quelques années, surtout côté IT, c'est que le data warehouse, donc c'est-à-dire votre entrepôt de données, est en train de devenir le centre de gravité, que ce soit côté data, mais aussi côté marketing. Donc tout ce que vous connaissez actuellement dans votre entreprise, sous le nom de BigQuery, de Snowflake, de Redshift, ou encore par exemple de Databricks, bah, devient finalement la plaque tournante pour stocker et maintenant activer la donnée client. Le point numéro 2, c'est que l'enjeu d'activer la donnée first party, c'est-à-dire votre propre donnée propriétaire, devient une priorité stratégique. Vous savez qu'il y a eu effectivement des discussions, des nouveaux règlements, la fin des cookies tiers, des enjeux très spécifiques à la privacy. Bah, tout ça fait en sorte que les entreprises cherchent à aller encore plus loin et d'activer cette donnée first party. Euh, En troisième lieu, et celle-ci est aussi particulièrement importante, et pas uniquement dans le terrain de jeu des CDP, c'est que la plupart des entreprises souhaitent maintenant vraiment de la flexibilité dans leurs achats technologiques et de l'évolutivité, on pourrait aussi appeler ça de la scalabilité, et faire en sorte en fait que leur système s'adapte justement à leur stack actuel et pas l'inverse. Et enfin, nous, ce qu'on constate aussi chez 55 de plus en plus, c'est que les discussions tournent maintenant autour de l'optimisation des coûts et de la rationalisation des outils. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très, très fortement discuté et qui en fait une tendance plutôt majeure. Donc maintenant, si on essaye de voir plus concrètement sur le terrain ce que nous disent nos clients et en tout cas le résultat des discussions qu'on peut avoir avec eux, il y a trois choses essentielles. La première, c'est que de manière très directe, les clients veulent valoriser leurs investissements data existants. On a évidemment une grande majorité des clients qui exploitent déjà un data warehouse comme BigQuery. 55 a même certainement accompagné ses clients pour centraliser et unifier cette data. Mais maintenant que cette donnée elle est disponible, unifiée à partir d'un certain nombre de sources, on va avoir envie d'activer cette donnée. Donc ça, c'est un point essentiel. Le deuxième point, et on l'a vu tout à l'heure dans les tendances, et c'est aussi ce que nous demandent nos clients, c'est qu'ils veulent gagner en flexibilité et en scalabilité et essentiellement pour exécuter leur cas d'usage. Ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça veut dire qu'ils souhaitent avoir une approche CDP qui réponde à des besoins spécifiques et pas une plateforme qui doit potentiellement se conformer. Et ça, c'est extrêmement essentiel. Donc, autour de ça, en fait, ils ont envie d'aller chercher peut-être des composants pour faire évoluer les cas d'usage, pour faire évoluer leur montée en volume, par exemple, de manière progressive. Le mot-clé progressif, il est vraiment important. Et enfin, on l'a vu dans les tendances, une volonté globale de réduire le coût tout en gagnant en efficacité. C'est-à-dire que les deux ne sont pas incompatibles. On peut réduire les coûts et améliorer les ROI des initiatives marketing notamment. Donc on veut éviter les duplications de données inutiles, on veut exploiter les outils en place, on veut réduire surtout la complexité liée à l'intégration et on veut plus d'autonomie côté marketing et moins de dépendance à l'IT. Donc ça, c'est des choses qui sont fondamentales. Maintenant, si on fait un petit peu d'histoire, histoire relativement courte, puisqu'on va remonter jusqu'en 2011, l'émergence des CDP tels qu'on les connaissait actuellement, ça a commencé peut-être vers 2011 avec l'apparition de premiers pure players que vous connaissez peut-être sous le nom de Twilio Segment, d'Action IQ, de Lytic, ce genre de technologies qui ont posé les premières pierres dans le monde des CDP. Progressivement, année après année, on a vu une adoption progressive et plutôt massive, puis une industrialisation finalement de ces technologies en entreprise pour activer la donnée. C'était la Mm. promesse principale. Et on a vu le débarquement de certains éditeurs comme Adobe ou Salesforce rentrer sur le marché. Progressivement, ce qu'on a vu chez 55 et globalement sur le marché, c'est qu'à partir de 2020, on a commencé à avoir peut-être quelques limites qui ont été communiquées par nos clients, notamment sur les problématiques de ROI. Le challenge effectivement du ROI par rapport au cas d'usage qu'il est possible d'exécuter avec une CDP. Donc tout ça devient quelque chose en tout cas que les entreprises commencent à évoquer, commencent peut-être à essayer de différencier pour contourner le sujet. En Et, parallèle, on a eu aussi la montée en puissance très forte des data warehouses. Et ce point, en fait, a été quelque chose de très important puisque certaines entreprises ont commencé progressivement à développer leur propre CDP
à partir justement de ces technologies. En 2022, c'est peut-être là que l'approche composable devient quelque chose d'assez palpable et de concret. On a finalement plusieurs entreprises qui adoptent des architectures qu'on appelle cloud native, c'est-à-dire que tout va être porté sur le cloud et notamment le fameux data warehouse. Et ensuite, tout ce qui va tourner autour, c'est-à-dire l'ABI, l'activation marketing, va être directement et étroitement connecté à ces fameuses plateformes. Et je dirais qu'en 2024, on est sur une tendance très forte de généralisation de cette approche, de ce modèle, et donc les CDP sont bien entendu concernés. Ouais. Si je me permets, Philippe, sur cette partie, je ne sais pas si tu es d'accord, mais historiquement, quand même, les CDP, c'était des solutions très enterprise. Donc, si on n'est pas Coca-Cola ou un grand groupe avec un footprint international, on n'avait pas la possibilité en fait de trouver un ROI pour justifier un investissement qui comptait, enfin, on rappelle des premières solutions quand on parle d'Adobe, de Salesforce, en millions d'euros ou plusieurs centaines de milliers d'euros. Parce que ce qu'on a remarqué, en tout cas, et c'était un peu la genèse de Dynamo, c'est que les data warehouse, l'arrivée des data warehouse, cloud et la professionnalisation aussi des équipes data fait que on est allé vers une démocratisation. C'est-à-dire qu'on est D'accord. arrivé sur des approches qui peuvent être adaptées pas uniquement aux grandes entreprises, mais aussi des entreprises qui sont de taille moyenne. Ils peuvent se permettre d'investir dans ces architectures et de trouver un ROI positif. Je ne sais pas si tu es d'accord avec... Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Il y a une croyance qui a été établie, effectivement, le sujet CDP est un sujet qui coûte cher. Euh, Moi, je pense que le sujet, en fait, coûte cher potentiellement en regard des cas d'usage, en fait, et du ROI que tu souhaites obtenir. Et c'est pour ça, en fait, que les CDP dites classiques ont eu quelques challenges parce qu'effectivement, ça coûtait potentiellement de l'argent de mettre tout en place et des Hmm. briques qui sont peut-être déjà disponibles dans les infrastructures cloud. Donc, tu as tout à fait raison, Oussama, ouais. Parfait. Alors maintenant, ah, comment on Alors, construit cette approche composable? Je pense que c'est la c'est ça. question Alors, que l'autre cette pose. phrase, ouais, cette phrase, elle est importante avant d'expliquer profondément ce que c'est une CDP composable, ou en tout cas à quoi ça peut ressembler. C'est important de comprendre ça, c'est que avant toute chose, c'est une approche modulaire et que cette approche s'appuie sur une infrastructure qui existe déjà. Euh, Partant de ce postulat, donc on peut aller sur la suite pour essayer d'expliquer trois principes clés. Alors des principes, il y en a peut-être beaucoup plus. On essaye de les résumer pour définir ce que peut être une approche CDP composable. La première, vous l'avez peut-être déjà compris, c'est que on va chercher à centraliser de la donnée dans un data warehouse sans dupliquer cette donnée ailleurs. Donc, on va vraiment exploiter ce qui est déjà en place, là où la donnée, elle est déjà stockée finalement. Le deuxième point, c'est ce qu'on appellerait l'interopérabilité, c'est-à-dire une capacité à s'interfacer avec les différents outils marketing, CRM, tout ce qui est advertising, bien entendu, analytics, j'en passe, évidemment, mais l'idée, c'est de faire en sorte qu'on puisse s'appuyer sur des composants très, très spécifiques et des composants flexibles pour pouvoir justement activer la donnée en omnicanal sans vraiment de contraintes en termes de volume ou de stockage. Et enfin, c'est une approche qui se veut la plus flexible et la plus scalable possible. C'est-à-dire que chaque composant, en fait, il est pensé de manière indépendante et peut donc évoluer, disparaître éventuellement sans que le système global ne soit remis en cause. On est vraiment en train de faire évoluer quelque chose, un petit peu comme on le ferait avec des Lego, hein. On enlève des briques, on en rajoute, et à la fin, on est en train d'adapter notre système au cas d'usage et en fait aux besoins du métier. Donc ça, c'est des principes qui sont fondamentaux côté CDP composable. Et si on essaye de comprendre maintenant fonctionnellement, à quoi sert une CDP composable? Roulement de tambour, c'est à peu près la même chose qu'une CDP classique. On est sur un système qui doit être en capacité de collecter de la donnée, potentiellement du plus grand nombre de sources possibles. Et ça, on va le faire différemment. On va le faire à travers de l'intégration de données dans un data warehouse comme BigQuery, comme Snowflake. On va ensuite chercher à unifier cette donnée, créer ces fameux profils unifiés avec, par exemple, des techniques de résolution d'identité, faire en sorte que tous les identifiants qui sont connus soient assemblés au sein de profils uniques. Donc ça, c'est extrêmement important. On va bien entendu segmenter.
et tu vas ensuite en parler avec Dinmo en particulier, comment on fait justement pour segmenter cette donnée et faire en sorte de donner aux équipes marketing l'autonomie en fait nécessaire pour créer ces fameux segments. Puis on va activer, c'est-à-dire qu'on va distribuer cette information qui de base est stockée dans le data warehouse vers des outils marketing pour ensuite faire des campagnes marketing, faire de la personnalisation, faire de l'automatisation et tout un tas de choses qui permettent d'améliorer l'expérience client à la fin. Et je passe sur un dernier point qui est souvent oublié, et je pense, côté 55 en tout cas, que c'est une raison pour laquelle les projets CDP sont challengés, c'est le manque de gouvernance. C'est encore plus vrai avec une CDP composable. Le pilier gouvernance a encore plus de criticité, puisqu'on va être amené à jongler avec plusieurs composants. On a vraiment besoin d'avoir cette gouvernance vraiment de manière rigoureuse et disciplinée. On a essayé quand même de dessiner une CDP composable, à quoi ça pourrait ressembler, même si vous l'avez compris, vu que par nature c'est une approche modulaire, il n'y a pas vraiment d'architecture idéale. Elle sera potentiellement très différente en fonction de vos différents besoins et de votre réalité technologique. Mais si on essaye voilà, de faire quand même l'exercice pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça. Sur la gauche, donc il faut le lire de gauche à droite, sur la gauche, vous avez des sources de données, c'est-à-dire la donnée en fait que vous souhaitez intégrer dans votre système. En deuxième pilier, vous avez des systèmes qui vont vous permettre d'intégrer cette donnée, alors soit à travers des connecteurs natifs, par exemple, qui vont aller piocher la donnée, par exemple, d'un outil analytics et l'envoyer dans votre data warehouse comme BigQuery. Vous avez des systèmes ETL qui vont effectivement vous aider en fait à supporter ces process techniques. Et vous avez aussi la capacité de développer des connecteurs personnalisés, très custom, développés en interne pour aussi faire ce genre d'opération. Une fois que tout est centralisé, c'est là qu'on commence à voir à quoi ressemble une CDP composable. En rose, vous avez un composant qui est lié au stockage de la donnée et de l'unification de cette même donnée. Vous avez un composant qui sert à transformer, à modéliser cette donnée, donc des choses qu'on peut souvent connaître avec des technologies comme DBT. Donc je ne sais pas si tu vas en parler ensuite, mais voilà, c'est des choses qu'on observe ici pour aider justement à transformer et à modéliser. Vous avez la couche intelligence artificielle et tout ce qui va vous permettre de faire du scoring, qui est aussi intégré directement dans votre cloud et dans votre stack, typiquement GCP ou Snowflake ou d'autres. Et tout ça, en fait, on va appuyer là-dessus, en fait, pour créer ces fameuses audiences et ensuite faire de l'activation. Et l'activation dans une CDP composable, c'est une couche qu'on appelle souvent un reverse ETL, c'est-à-dire un système qui va prendre de la donnée dans un data warehouse et l'envoyer vers tout un tas de systèmes, tout un tas de canaux qu'on voit tout à droite de ce slide pour ensuite exécuter justement des campagnes. Donc voilà un petit peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc c'est le rectangle rose et plus spécifiquement le rouge plus vif qui correspond à une CDP composable. Merci Philippe. Maintenant, Ouais, je propose de. Enfin, on a eu quelques questions. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour en tout cas les répondre. Il y a une première question en fait enfin, qui vient après cette présentation de l'approche composable euh, que je vais mettre en live. Je ne sais pas si tu vois la question, mais en tout cas, c'est quels sont pour vous les prérequis en termes d'organisation pour se lancer sur des use cases CDP? Donc là, maintenant, enfin, on voit un peu le schéma. Si tu as cette question-là d'un client, comment tu répondrais pour savoir est-ce qu'on est prêt à se lancer sur des use cases ouais, CDP, soit composables ou pas composables. c'est effectivement une bonne question et certainement une des questions qu'il faut se poser en premier. Et c'est certainement aussi l'objet de ce webinaire pour faire émerger ce genre de questions. Donc, merci de l'avoir posé. Donc, quels sont les prérequis? Il y a des prérequis, je dirais, organisationnels, il y a des prérequis techniques et peut-être des prérequis en termes de maturité data. Évidemment, de manière très technologique, le prérequis, c'est d'avoir à disposition un data warehouse dans lequel on centralise de la donnée. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut l'avoir de manière immédiate, mais c'est-à-dire qu'il faut travailler dessus. Une fois qu'on a mis ça en place, c'est-à-dire qu'on a commencé à centraliser de la donnée à partir de sources online, de sources offline, on va déjà être en capacité technologique de plugger une CDP composable pour ensuite gérer la partie activation. La BI, la génération d'insights, ça, on peut le faire de manière, je dirais, détachée, mais l'activation, on va ensuite avoir besoin d'un outil comme Dynamo pour pouvoir l'exécuter de manière, je dirais, fine et intelligente. Donc ça, c'est le prérequis, je dirais, technologique. Ouais, si L'autre je reprends. prérequis, c'est... Excuse-moi, Oussama, tu disais?
Non, 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 je pensais que j'allais rajouter en fait un point, mais vas-y, peut-être, pardon. Ouais, donc je complète juste peut-être le prérequis organisationnel, ce serait une maturité data et un découpage en fait qui permettent d'aller chercher en fait ces différents composants et pouvoir correctement gouverner ces composants. Donc il va falloir vraiment réfléchir en interne si l'équipe IT, l'équipe data est en capacité, je dirais, d'accompagner le métier justement et de mettre en place ce genre de dispositif. Et donc ça, c'est plutôt des questions, je dirais, voilà, structurelles organisationnel lié à la maturité d'État. Mais je pense que c'est voilà, c'est les deux prérequis. Après, est-ce qu'il y a d'autres prérequis? Pas vraiment. Je pense que beaucoup d'entreprises, et tu l'as dit tout à l'heure, même plutôt modestes et pas forcément des grosses entreprises, sont en capacité de se lancer dans des projets composables. Ouais, c'est exactement le point que j'allais rajouter. En fait, ça nous arrive pas mal de clients qui sont intéressés par la face visible des CDP, donc les use cases. Et en fait, quand on commence à regarder, ils n'ont pas forcément la maturité organisationnelle en interne. C'est-à-dire qu'on n'a pas, même pas investi dans une ressource qui est capable de générer des insights, donc disons un data analyst qui est capable de manipuler les données. Et donc, on n'a pas accès à ces données. Ce qu'on leur dit souvent, commencez par cette première partie déjà, d'être capable de répondre à des questions de type combien j'ai de clients qui ont acheté sur la dernière année. Si on est capable déjà de sortir ces premiers insights et de faire de la BI, c'est qu'on est en maîtrise des données de l'entreprise. Et là, quand on est nourri de ces insights, en fait, l'enjeu de l'activation, il arrive tout de suite et on pense que l'entreprise elle sera prête à aller vers cette couche d'activation. Et souvent, quand on essaie d'aller vers l'activation, avant même en fait, d'être capable en interne de répondre à des questions basiques, c'est là où il y a une déception parce qu'on essaie de créer des étapes en termes de maturité. On Et a une deuxième question. Je te propose peut-être d'y répondre à travers les cas d'usage que tu vas ensuite démontrer, parce que je pense que c'est effectivement une très bonne transition. Euh, Moi, avant de te laisser la parole et aller un peu plus loin justement avec Dinmo en tant que tel, je souhaite vraiment insister sur les bénéfices attendus à la fois côté marketing et côté IT. Donc les principaux bénéfices, euh, il y en a beaucoup, mais si on devait les catégoriser en trois, on aurait effectivement tout ce qui est optimisation du ROI, qui est fortement challengé. Il y a une pression énorme en fait sur le ROI marketing en ce moment et la réduction justement des coûts publicitaires, mais aussi des campagnes, qui justifient de réfléchir, en tout cas, à un projet composable, en tout cas, de voir effectivement si ça peut apporter de la valeur dans une entreprise. On va le faire comment? Bah, l'activation va être plus efficace car beaucoup plus connectée à la donnée et au centre vérité en fait de chaque client, c'est-à-dire le fameux data warehouse. On n'aura pas d'autres couches supplémentaires à pouvoir opérer qui vont dégrader peut-être cette activation. Et on va avoir une capacité d'optimisation budgétaire assez forte, notamment dans la réduction des coûts d'acquisition, parce que la segmentation, elle est potentiellement plus fine. Elle peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle directement, je dirais, by design, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, très connecté, très à côté du data warehouse, là où la donnée est stockée. La deuxième, c'est que l'activation, elle est plus efficace et on va donner de l'autonomie aux équipes marketing, ce qui est aussi, je dirais, pas un prérequis, mais en tout cas une forte demande qu'on observe de plus en plus, et pas uniquement côté CDP, hein, côté analytics, c'est exactement le cas. On veut des équipes métiers qui veulent se détacher progressivement de l'IT, en tout cas faire en sorte que l'IT puisse aussi gérer leurs propres tâches. Et donc l'idée, c'est de développer des interfaces plutôt low-code, no-code, des interfaces que les équipes métiers connaissent déjà et vont pouvoir adopter de manière relativement simple. Donc ça, c'est un bénéfice aussi important d'une CDP composable, euh, rester un petit peu dans un terrain connu et pouvoir toujours activer à partir des données qui sont potentiellement stockées sur des infrastructures assez IT. Euh, et enfin, construire l'expérience client, thématique principale en fait des CDP, mais aussi des CDP composables, créer plus d'impact en allant exploiter de l'IA à la source. On parle beaucoup d'IA en ce moment, et Fifi Five est quand même très très en avance sur ces différents sujets. Un projet de CDP composable est un projet qui va permettre d'aller nourrir beaucoup plus fortement cet apport de l'IA avec du scoring client qui va être utilisé dans les expériences clients également. Donc ça, c'est les bénéfices côté marketing. Côté IT, maintenant, on a également trois bénéfices. Si tu changes le slide, Oussama, merci beaucoup. Donc, trois, interopérabilité et intégration avec l'existant. On a un système où on va avoir beaucoup moins de choses à faire, potentiellement, puisqu'on l'a fait potentiellement côté IT. On a déjà centralisé cette donnée.
on l'exploite dans le data warehouse, on n'a plus besoin de transférer quoi que ce soit dans d'autres systèmes. Donc tout ça, en fait, va gagner beaucoup de temps aux équipes IT. Euh, et en fait, on va leur libérer ce temps pour aller chercher peut-être des tâches plus nobles. Donc ça, c'est assez important. On a bien entendu un bénéfice de scalabilité et d'agilité. On l'a vu tout à l'heure. L'ajout progressif de nouveaux composants va se faire relativement simplement en fonction des besoins. C'est pas tout ou rien, c'est vraiment très graduel en fonction des besoins qu'on va pouvoir modifier et un petit peu changer la forme de cette CDP. Euh, et enfin, la réduction des coûts, elle est aussi potentiellement assez importante. On a des infrastructures qui sont déjà connectées à un data warehouse, donc on n'a pas besoin d'acheter des composants qui seraient déjà finalement disponibles au sein d'un stack. On va les exploiter, on va mieux contrôler aussi les données, on va mieux s'adapter aux réglementations. Voilà, il y a tout un tas de choses, de bénéfices qui sont vraiment importants pour l'IT. Donc je m'arrête là-dessus, sur les bénéfices. On pourrait faire une liste potentiellement plus grande, évidemment, mais ça, on aura l'occasion d'en parler peut-être avec les personnes qui assistent à ce webinaire. Et donc, je vais te laisser la main, Oussama, pour rentrer dans le cœur du sujet avec des cas clients et la technologie d'Inmo. Merci beaucoup Philippe pour cette intro et cette prise de hauteur en fait sur ces approches CDP. Je pense que c'est intéressant pour inscrire le projet dans son contexte et aussi donner une vision d'un cabinet de conseil aussi qui travaille avec pas mal de contextes différents. Et là, donc l'idée pour répondre à une des questions qu'on a eues sur les cas d'usage, vraiment la présentation de Dinmo, c'est de voir comment nous on s'intègre dans cette approche composable et c'est quoi l'apport de Dinmo dans cette approche. Avant de passer sur la présentation de Dinmo et de ses cas d'usage, je vais essayer de voir quelques questions, parce qu'on commence à en avoir pas mal, sur lesquelles tu peux répondre avant d'aller sur la partie cas d'usage. Donc peut-être une première question de Mathieu qui demande comment concilier data second party, donc les data en fait partagées par des partenaires, et les CDP composables qui peuvent être parfois centralisés au sein d'une DMP standard. Donc c'est vrai que c'est une des questions en fait qu'on se pose assez souvent parce que enfin, pour les entreprises qui ont investi historiquement des infrastructures data, il y avait cette notion de DMP. Et donc, comme elle gérait aussi ces données first party, second party, on a toujours cette question de se dire, bah, comment réconcilier les deux? Est-ce qu'on peut avoir une DMP et une CDP à côté? Est-ce qu'on sépare les usages? Est-ce qu'on peut tout mettre dans l'infrastructure data? Je pense que Philippe Ouais, peut... côté régie et monétisation, c'est souvent le cas, effectivement, ce genre de sujet, seconde partie et DMP. Moi, je pense que il n'y a pas vraiment de contraintes, en tout cas technologiques, pour la conciliation de données orientées seconde partie. On est sur une évolution d'un standard DMP qui lui-même est en fait a dérivé en standard CDP et l'approche composable en fait par sa nature permet d'aller chercher des cas d'usage orientés justement seconde partie et plutôt typés DMP, c'est-à-dire vraiment avec un angle très publicitaire, activation d'audience en fait publicitaire, monétisation qui se fera sans aucun souci si la donnée elle est déjà consignée dans un data warehouse dans cette optique-là. Peut-être de la donnée qui a été collectée à partir du DMP et qui est maintenant centralisée directement dans Data Warehouse, on va pouvoir l'exploiter avec des outils d'activation très spécifiques. J'entends aussi tout ce qui est DSP, SSP, euh, sans, sans contrainte. Alors bien entendu, c'est des sujets qu'il faut explorer de manière spécifique, toute situation étant différente, mais dans les faits, en fait, une CDP composable va pouvoir aller chercher ce genre de cas Ouais. d'usage. Et pour compléter sur ta réponse, je pense en fait c'est une question de pouvoir, ça dépend de ce qu'on met dans le data warehouse. Si on a une capacité aujourd'hui de construire un graph ID, par exemple, qui contient tous les identifiants pour des clients anonymes, des clients identifiés, disons un first ID parce qu'on a un tag et derrière en fait on a la capacité enfin, de stocker et de réconcilier ces données avec des données first party, bah, on est en capacité, avec l'approche CDP composable, d'utiliser de ces mêmes identifiants pour faire des activations sur un The Trade Desk, DV360 ou n'importe quel autre DSP. Donc, il y a, enfin, ce qu'on observe en tout cas, c'est une convergence en fait entre ces deux mondes. Hein. Et on voit en fait en tout cas sur l'ensemble de nos clients commence à challenger certains investissements côté DMP pour se dire bah, est-ce que je suis capable de réaliser mes cas d'usage aujourd'hui avec ma CDP composable parce que je suis également en capacité à construire un graph ID qui me permet d'activer plus finement même sur des populations qui pourraient être anonymes.
Je propose de commencer sur la deuxième partie sur les cas d'usage parce que je vois déjà en fait qu'il y a pas mal de cas d'usage et je répondrai au fur et à mesure aux différentes questions qui sont posées dans la partie la plus pertinente pour répondre à ces questions. Mais avant de commencer, pour présenter Dinmo, donc on se présente comme la première CDP composable européenne. Alors ça peut être en fait un abus de langage parce qu'on est vraiment la couche d'activation dans cette approche CDP composable. On est né du constat que tu viens de mentionner, Philippe, c'est que personnellement, je travaille beaucoup dans côté data, mais pour le marketing, à construire des plateformes data. Donc, vous voyez une adoption de plus en plus forte de ces data warehouse cloud comme Google BigQuery, Snowflake, Redshift, mais il y avait toujours un problème qui est la connexion de cet actif très riche de données first party aux outils marketing pour qu'ils soient utilisés. Et c'est de là où c'est vraiment la jeunesse de Dinmo qui nous a permis de se dire il faut vraiment connecter ces deux mondes, donc le monde de la data cloud et le monde en fait, des équipes marketing. Et aujourd'hui, on travaille, on a vraiment un maillage européen assez fort avec une présence en France. Notre bureau principal il est à Paris et un deuxième bureau à Londres pour le marché UK et le marché international, avec des clients également en Angleterre et en Allemagne, dans les pays nordiques et en Suisse. Et on est financé avec des fonds européens pour créer vraiment une alternative aux approches classiques qui seront assez dominées également par des solutions qui viennent enfin, principalement des États-Unis et d'être capable voilà, enfin, de donner une alternative à plus d'entreprises pour activer rapidement la donnée. Et si j'essaie enfin, de vraiment résumer le point qui nous a poussé en fait à créer la société, c'est vraiment ce point-là de se dire il y a plein d'entreprises qui investissent dans des data warehouse cloud et ils y construisent également en fait une Customer 360. Donc le data warehouse devient comme une base de données opérationnelle à laquelle on peut faire confiance. Si on construit de la BI sur la data warehouse et qu'on communique ça en fait côté COMEX, côté CODIR, c'est que la donnée, elle est fiable. Donc, pourquoi pas ne pas l'opérationnaliser et la connecter aux équipes métiers pour donner la possibilité aux équipes marketing de construire leurs audiences et de réaliser plus de cas d'usage. Mais le problème, comme vous voyez, c'est que cette Customer 360, malheureusement, on n'arrivait pas aux outils métiers. Ce qui pousse les entreprises, on voit deux schémas. Soit ils vont revenir vers l'IT pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous construire ce qu'il faut pour exploiter la data dans le data warehouse et la connecter aux différents outils marketing. Malheureusement, c'est une approche enfin, qui a pas mal de travers, et notamment le fait que ça va être construit pour l'IT. Donc, souvent, ça limite les itérations parce que l'équipe marketing n'a pas la main tout le temps sur la création d'audience, sur l'ajout de nouveaux connecteurs, etc. Et de l'autre côté, il y a l'autre approche qu'on a vue historiquement avec les CDP traditionnels, c'est les équipes marketing qui vont se dire, bon, bah, je vais créer ma propre CDP pour avoir la main sur les données. Donc, on crée du shadow IT à côté, et pour nous, c'est pas vraiment la bonne approche. Et pour nous, la bonne approche, c'est vraiment de connecter ces deux mondes, de créer un pont entre la data qui est stockée dans ces cloud data warehouse et les équipes marketing ou les équipes support, donc en tout cas les équipes qui consomment de la donnée et qui en ont besoin pour répondre à leur cas d'usage. Et vraiment, on voit Dinmo comme cette interface de consommation de la donnée à disposition des équipes marketing et qui va faire communiquer ces deux mondes, donc le monde de l'IT data et le monde du marketing. Et donc, on donne une interface qui est complètement no code. Donc, l'équipe data, elle va configurer, elle va exposer des ensembles de données. Et ensuite, disons, l'équipe marketing, elle vient et elle est capable de créer des scores, de créer des segments intelligents, des segments basés sur des règles spécifiques. Et ensuite, en quelques clics, ils peuvent les partager dynamiquement et donc c'est synchronisé avec l'ensemble de leurs outils. Et ça leur permet en fait de créer dans Dynamo toutes les définitions des audiences dont ils ont besoin cross-canal. Et à chaque fois qu'ils vont faire évoluer n'importe quelle définition, c'est la responsabilité de Dynamo de répliquer ces changements sur l'ensemble des plateformes. Tu parlais tout à l'heure, Philippe, de la partie gouvernance. C'est aussi un avantage parce que on gère tout ce qui est RGPD dans la data warehouse en tant que seule source de vérité de la donnée et n'importe quel changement qui est opéré sur le data warehouse, il est répliqué automatiquement à travers Dynamo sur l'ensemble des plateformes. Donc, il n'y a plus besoin d'aller sur les différentes plateformes, faire de la suppression,
de profil qui fait un opt-out, qui demande en fait la suppression de ces données, ça va être répliqué automatiquement. Donc on est vraiment dans la rationalisation et la capacité à garder une seule source de vérité, une gouvernance beaucoup plus simple de la donnée. Et enfin, on s'est dit, bah, essayons de concrétiser ça avec un avant et un après. Donc, dans un cas, on a une entreprise qui a investi dans un data warehouse. Donc, l'équipe marketing, elle va venir avec des besoins. J'ai besoin de cette audience pour ma campagne de Black Friday. En général, comment ça se passe? Dans le meilleur des cas, c'est qu'on va faire des TK Jira. Ensuite, ça arrive côté équipe data qui vont le prioriser sur un sprint. Ils vont construire la requête SQL et ensuite manuellement donner le résultat. Donc, il n'est pas forcément auditable. Et on peut tomber dans le risque de répéter les mêmes demandes en fait plusieurs fois juste pour mettre à jour les audiences. Avec Dynamo, il y a vraiment une autonomie des équipes business. En quelques minutes, ils sont capables de combiner toutes les règles et même en langage naturel depuis peu, exprimer ce qu'ils veulent construire comme une audience et automatiquement cette définition elle est créée. Et derrière, ils peuvent activer en un clic et Dynamo a la responsabilité de synchroniser dynamiquement ces audiences avec l'ensemble des plateformes marketing. Et l'avant et après également sur le partage de ces audiences avec les différentes plateformes. On a eu l'habitude aussi de ces imports CSV, SFTP manuels pour mettre une audience sur un Facebook, sur un Google, sur le CRM. Avec Didmo, tout ça c'est fini parce qu'il y a cette capacité à synchroniser dynamiquement n'importe quelle audience avec l'ensemble des plateformes. Et ces réplications se font vraiment en quasi-temps réel. Ça dépend en tout cas de la fraîcheur de la donnée qu'il y a dans la data warehouse. Et donc, on élimine tous ces imports manuels qui sont malheureusement pas auditables, qui génèrent des problèmes sur les taux de matching sur l'ensemble des plateformes qui permet aux équipes marketing d'avoir de l'agilité et de la rapidité d'exécution. Et ce qu'on observe, c'est que derrière, ils vont itérer sur la définition d'audience parce qu'il n'y a plus de blocage data IT, le temps il est réduit pour leur permettre de vraiment se concentrer sur les programmes qu'ils veulent implémenter. Euh, on a essayé, en fait, on a réfléchi avec Philippe sur la meilleure manière, en fait, de présenter un cas client. On s'est dit peut-être prendre trois projets CDP composables qu'on a accompagnés dernièrement avec des contextes un peu différents pour montrer aussi ce qu'illustrait Philippe dans la première partie, ces aspects d'agilité, d'interopérabilité et de connectivité avec l'ensemble de la stack. Donc, on prend en fait trois entreprises. Donc, Mime, c'est un réseau social. Yule, c'est un e-commerçant avec des shops pour distribuer des compléments alimentaires. Et Galeries Lafayette, tout le monde connaît Galeries Lafayette avec le business de retail. On est sur trois industries différentes avec des stacks technologiques qui sont différents. Donc, Mime sur Redshift avec AWS, Yule sur Snowflake, et Galeries Lafayette sur Google BigQuery et aussi avec des plateformes marketing qui sont différentes. Donc, Mime avec Salesforce Marketing Cloud en automation, avec plein de plateformes Ads, Yule sur MR6 avec des plateformes Ads, également Reddit, on ne le voit pas forcément ici, mais et Galeries Lafayette sur Adobe Campaign avant de changer aussi leur stack. Et dans l'ensemble, en fait, avec l'ensemble, on a réussi à s'intégrer exactement de la même approche parce qu'on est agnostique des outils et des investissements existants des clients. Donc, on se connecte avec l'ensemble des plateformes que vous voyez là sur les slides. Et l'implémentation, en général, dès qu'on a une équipe data en fait dans la boucle, ça se passe vraiment dans la journée. Et on est capable toujours de tenir cette promesse d'avoir le premier use case activé dans la journée. Pourquoi? Parce que ça peut paraître magique, parce qu'une partie du travail, elle était réalisée par l'équipe data. Il n'y a pas d'effort d'intégration forcément de Dynamo. C'est vraiment, on a développé des intégrations en quelques clics avec l'ensemble des plateformes que vous voyez là. Donc, il suffit juste de construire visuellement l'audience et ensuite, en quelques clics, nous, on crée cette pipeline de données qui va mettre à jour, créer et mettre à jour l'audience ou les scores dans l'ensemble des plateformes. Maintenant, pour répondre aux questions qu'on a eues tout à l'heure sur le use case, on va prendre trois use cases différents sur ces trois entreprises. Si on prend Mime, l'enjeu principal au moment où on a commencé à travailler avec Mime, c'était le fait qu'ils ont fait un investissement assez conséquent dans Salesforce Marketing Cloud, mais ils avaient une problématique assez récurrente qui est la création de ciblage spécifique basé sur toutes les données générées sur le réseau social pour personnaliser la communication avec leurs clients. Le problème, c'est que souvent, le schéma, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est revenir vers l'équipe data, exprimer le besoin. L'équipe data construit le ciblage, elle envoie le CSV.
l'équipe marketing, elle essaie de valider à travers, en regardant la donnée. Et en fait, c'est un process assez fastidieux et qui limite l'équipe marketing dans sa capacité à innover, à itérer. Et donc, en arrivant en fait et en connectant Dynamo à leur Redshift, on était capable de vraiment rendre ce process beaucoup plus simple. Déjà, avec une création et synchronisation des ciblages qui se passent en quelques minutes. Donc, on l'a mesuré, c'était en 2 minutes. Et surtout, en réduisant le temps en jour-homme. Côté équipe data, qui était assez réduite, ils ont 2 personnes globalement pour gérer tout le périmètre data. On a divisé le temps nécessaire pour l'équipe data par 5 parce que la seule sollicitation qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'enrichir les données qui sont exposées dans Dynamo pour l'équipe marketing. Si on part sur un deuxième cas d'usage, donc là, on change du marketing automation pour aller un peu plus sur des enjeux autour des, des- des investissements publicitaires. Donc, on prend le cas de Galeries Lafayette, donc comme c'est Galeries Lafayette, donc à travers les magasins, mais également, en fait, ils ont une activité e-commerce qui est de plus en plus importante dans leur business. Et un des enjeux, l'organisation fait que il y a une équipe magasin, il y a une équipe e-commerce. Donc, c'est un peu siloté. Le problème, c'est qu'on sait que le client, aujourd'hui, c'est un client omnicanal, donc il peut aller acheter sur l'e-commerce, ensuite revenir au magasin, et c'est les meilleurs clients des Galeries Lafayette. Et je pense pour n'importe quel retailer qui a de l'e-commerce et du physique. Donc, il y avait tout un sujet autour de comment faire du direct to store. C'est comment faire des parcours omnicanaux et mesurer l'efficacité des campagnes pour amener des achats en magasin. Et là, c'était le rôle de Didmo, de construire ces événements de conversion offline, d'être capable de les partager avec l'ensemble de leurs plateformes publicitaires pour être en capacité à la fois de mesurer l'impact du direct to store, mais également de créer des campagnes spécifiques qui vont envoyer vers le magasin. Et ça permet, entre autres, de réduire le coût d'acquisition grâce, entre autres, à l'exclusion de clients fidèles, de clients qui sont partis, et aussi d'être capable de mesurer cet impact et d'améliorer le taux de matching sur la plateforme de ces événements de conversion. Aujourd'hui, on observe des taux de conversion qui sont supérieurs à 90%. Euh, voilà, donc là, sur ce cas d'usage, premier cas d'usage, enfin, deuxième cas d'usage autour du Drive to Store. Et pour finir, donc on n'a pas parlé beaucoup, on ne s'est pas étendu sur la partie plus intelligence. Donc Gizmo propose sur étagère des modèles prédictifs et des modèles de recommandation de contenu. Donc je prends le cas de Yule. Un des enjeux, Yule, enfin ils ont un modèle où on peut acheter un achat unitaire sur la plateforme, mais également, et le business principal, c'est de l'abonnement. Donc, on va s'abonner pour recevoir les mêmes produits à fréquence régulière. Donc, il y a un énorme enjeu de rétention, de détecter proactivement des patterns d'attrition ou de churn. Donc, un client qui va arrêter d'utiliser le service. Et grâce au modèle de Dinmon, donc on va s'entraîner sur les données qui sont dans le data warehouse, construire le meilleur modèle qui est capable de détecter ces comportements à l'échelle de chaque client, parce qu'il y a pas mal de comportements d'achat assez différents. Et on utilise pour cela des modèles vraiment propriétaires qui sont construits en s'inspirant de ce qui se passe sur les plateformes technologiques comme Netflix, comme YouTube, dans leur capacité à détecter ces patterns de churn. Et on leur donne ces résultats qui sont persistés sur leur data warehouse et exposés dans Dynamo pour qu'ils puissent créer en fait des audiences vraiment prédictives et ensuite les réactiver. Donc en particulier sur Yule, qui sont capables aujourd'hui d'aller créer ces audiences prédictives de clients à risque de churn et de leur envoyer en fait des campagnes spécifiques de rétention avec des promos, avec des réductions sur les prix d'abonnement et de rationaliser aussi ce budget, parce qu'en fait, l'effort commercial, il faut le rationaliser. On ne va pas l'envoyer en fait à toute l'audience. Donc, ça leur permet d'avoir une précision de x5 par rapport à d'autres règles métiers qu'ils ont essayé en interne, de type, il n'y a pas d'achat sur une telle période. Pourquoi? Parce qu'on a une capacité de détecter des comportements qui sont spécifiques à des populations. Et on ne construit pas le modèle basé sur le comportement moyen du client chez lui. Voilà, donc ça c'est vraiment les 3 cas d'usage et j'ai fait exprès de les différencier pour se dire que la CDP qui historiquement est vue et depuis le prisme CRM, c'est assez, et on le voit en fait la tendance même jusqu'à aujourd'hui, on voit la CDP comme nécessaire pour faire fonctionner un CRM. Nous on croit que ça va beaucoup plus loin que ça et notamment dans un monde où il y a plusieurs touches clients, le client peut être vraiment sur plusieurs plateformes, donc il faut être capable de l'adresser
sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles il peut communiquer ou être exposé à une communication de l'entreprise. Oussama, J'essaie on va mon... prendre quelques instants ensuite, si tu le souhaites, pour aussi répondre à des questions qui me paraissent Ouais, assez fondamentales. Euh, on je finis sur ta slide, en donc fait, là on est à souvent, 45. ouais, Pardon? ça va me permettre aussi de connecter peut-être avec ton slide justement sur les bénéfices de Dinmo en tant que tel. Notamment, je vois une question en termes tu vois, en termes de budget qui Mhm. peut être importante de Yara qui dit quel budget prévoir pour déployer une CDP composable? Est-ce que c'est moins cher qu'une CDP classique? Et un autre commentaire qui est quelle est la différence entre une composable CDP et ce qu'on appelle souvent le zéro copy? Est-il techniquement vraiment possible de ne dupliquer aucune données dans la CDP? Je veux bien juste prendre celle-ci quelques instants pour expliquer un petit peu cette définition de zéro copy et pourquoi on l'entend de manière peut-être soutenue côté marketing. Le zéro copy, ça veut dire quoi? C'est un concept qui dit que la donnée ne sera pas dupliquée, donc copiée sur un autre système. Donc c'est le principe même de fonctionnement en fait d'une CDP composable de de manière théorique. Après, encore une fois, comme la technologie, c'est quelque chose qui est potentiellement complexe et qui peut être différent en fonction des différents éditeurs. Donc, il y a peut-être effectivement une approche zéro copie qui est plus ou moins vraie en fonction de certains éditeurs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je pense pas que ce soit ça vraiment la question. L'idée, c'est plutôt est-ce que vous, en tant qu'entreprise, comment vous vous positionnez par rapport au fait de dupliquer cette donnée dans un autre système en fait. Est-ce que ça pose une contrainte? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous voulez opérer du temps réel? Comment? Enfin, voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut plutôt se poser plutôt que se dire je veux du zéro copie, oui, non, comme un critère absolu. Donc ça, ce serait ma réponse à la question. Et peut-être que tu peux enchaîner sur le résumé et ensuite répondre peut-être à cette question de Yara sur le budget à prévoir. Ouais, bah, juste pour un petit commentaire sur le zéro copie et le composable, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, c'est un débat de langage et franchement, j'invite n'importe quelle personne qui réfléchit au sujet CDP de réfléchir au sujet CDP du prisme de use case. Qu'est-ce que j'ai comme données? Est-ce que je suis capable de faire réaliser ce use case avec une CDP composable ou une CDP traditionnelle ou via mon CRM? Donc, c'est vraiment essayer d'être pragmatique dans la manière de répondre au use case plutôt que de s'attacher à faire du zéro copie. Ou n'importe quelle autre technologie. Parce que la technologie, elle est au service du use case et on essaye de ne pas acheter la technologie et de s'adapter à la technologie. Et pour revenir sur les budgets, en fait, disons que ce qu'on essaie de dire à nos clients, c'est qu'on essaie d'optimiser ce qu'on appelle le TCO, donc en fait le Total Cost of Ownership en anglais, donc le coût total de la CDP. Et on l'optimise, pourquoi? Parce que en fait, il y aura aucun overlap avec les investissements existants. Donc, pourquoi c'est cost effective la CDP composable? Parce que on va pas acheter des fonctionnalités qu'on va pas utiliser. Typiquement, dans des approches de CDP traditionnelles, bah, tout ce qui est fonctionnalité de data management, bah, en fait, c'est inclus dans l'approche globale. Ce qui fait que même si on a investi dans un Snowflake, par exemple, avec un Graph ID, avec toute la donnée qui est déjà prête à l'activation, bah, on va payer enfin, cette fonctionnalité en double. Et ce qui fait que la CDP composable, bah, elle devient beaucoup moins chère, bah, en tout cas ce qu'on observe aujourd'hui pour notamment ces entreprises qui ont déjà investi dans des parties, notamment sur la partie en amont qui est la préparation de données. Et si je vous donne en fait des idées de prix aujourd'hui sur Dynamo, c'est vraiment assez variable, hein. Donc ça va, comme on a ouvert le marché aussi par le bas, c'est-à-dire on essaie de démocratiser l'accès à la solution. Aujourd'hui, on a des prix d'entrée en fait, qui commencent à 20 000 euros et qui peut aller même à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les plus grands clients. Et l'indicateur qui fait jouer sur le prix. Donc, bien sûr, il y a de l'amortissement, de la R&D, de la maintenance, de toutes des connexions qu'on a avec l'écosystème Martech et les outils de l'entreprise. Donc, ça, c'est un premier point qui va jouer sur le prix. Et le deuxième, c'est la quantité de données qui est utilisée par la plateforme parce que ça fait des workloads qui sont assez importants à supporter. Mais en tout cas, on est vraiment attaché à cette notion, c'est qu'à n'importe quel moment de l'utilisation d'Inmo, le client doit avoir un ROI positif. Et c'est pour ça qu'on est attaché à cette notion de progressivité. Et là, ça me fait le lien avec les KPI. Parce que
apprécier vraiment nos clients au-delà de la question des coûts et de la capacité vraiment à investir progressivement dans la CDP, c'est que en fait, on réduit le temps d'implémentation. Il y a une intégration native, donc il y a pas forcément en fait un intégrateur qui doit maîtriser la solution d'Inmo. Il nous faut surtout de la data qui est prête à l'activation et à partir de là, on s'intègre en fait nativement. Donc ça, c'est la rapidité et la facilité d'implémentation qui réduit aussi les coûts et la flexibilité et progressivité. Dans la quasi-majorité des cas de nos clients, on est arrivé, le socle data n'était pas fini. C'est-à-dire, on n'avait pas 100% de la donnée qui décrit la Customer 360. On peut arriver, on a uniquement le volet transactionnel. Mais malgré le fait que la Customer 360 n'est pas encore construite, ben, l'entreprise elle a déjà des use cases purement sur le volet transactionnel pour exclure les clients qui ont déjà acheté sur le dernier mois parce qu'on sait qu'il y a très faible chance qu'ils réachètent et réduire le budget de publicitaire, etc. Et ensuite, le deuxième volet, je reviens aussi, c'est quand même en fait un coût qui est réduit. Il n'y a pas besoin de consultants pour opérer la plateforme. Il n'y a pas besoin d'avoir en fait des supports IT ou à chaque fois qu'on veut une nouvelle intégration, il faut appeler l'éditeur. Non, enfin, il y a des connecteurs sur étagère. La plateforme, elle est conçue pour la consommation autonome par les équipes métiers. Et le dernier, et vraiment, enfin, en tout cas, nous, chez Denmo, on est vraiment attaché à ça, c'est qu'on arrive en fait à calmer enfin, un environnement où il y a beaucoup de tension. Souvent, on l'observe, il y a de la tension entre l'environnement IT data et les équipes métiers. Pourquoi? Parce que l'équipe métier, elle va toujours dire IT data, ils gardent la donnée chez eux, ils veulent pas qu'on y touche. Et de l'autre côté, côté data, bah, en fait, ils sont dans le comportement de dire bah, les équipes marketing, ils nous demandent beaucoup, ils ne nous laissent pas le temps, on n'a pas beaucoup d'investissement, on est sous tension. Et en mettant Dinmo au milieu, on permet vraiment de créer ce pont qui leur permet de communiquer efficacement. Donc la communication, elle devient beaucoup plus fluide. La donnée et le produit de l'équipe data, il est valorisé tout de suite par les équipes marketing, il est visible. Et la communication, elle devient en fait plus efficace. C'est-à-dire, au lieu de dire crée-moi cette audience, l'équipe marketing, elle va revenir pour dire ah, j'ai vu dans une présentation que vous avez travaillé sur un nouveau score avec 55 qui permet de prédire le comportement futur des clients. J'aimerais bien l'avoir dans mon CRM. Est-ce que tu peux me l'exposer sur Dinmo? Donc, l'équipe data, elle va faire évoluer le modèle connecté à Dinmo et ensuite l'équipe marketing, elle peut l'utiliser tout de suite pour créer des nouvelles audiences et ensuite les partager. Et ça, c'est vraiment un nouveau paradigme et qu'on voit en fait s'installer sur la première année avec un changement aussi des habitudes en interne. Et voilà, je m'arrête là. Je sais que on est déjà sur à 52. On On a va bien essayer. dépassé, mais je regarde le nombre de participants et il y a quasiment pas de différence. Donc ça veut dire que c'était certainement nécessaire et que les personnes qui sont connectées ont certainement tiré de la valeur de tout ce qu'on a dit, tout ce que tu as dit Ouais, aussi, en termes d'exemples qui sont, ouais, qui sont pour le coup pragmatiques. On sent effectivement le terrain et les réalités en fait des clients dans le discours. Donc je pense que c'est le principal. ouais. Et On si va je sais, conclure peut-être ce webinaire, Oussama. ouais, j'essaie juste de voir, je vois une dernière question, malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre, qui était posée, c'est la première question posée. Quels sont les deux, trois premiers use cases que recommanderiez-vous pour se lancer et dégager de la valeur rapidement? Permet de commencer si ça te va, Philippe. En tout cas, nous vraiment, enfin, on est vraiment dans une approche pragmatique. Et toujours, quand on commence avec nos clients, on essaie vraiment de leur poser des questions sur c'est quoi les besoins qui sont déjà identifiés et pas adressés. On va pas aller chercher les cas d'usage les plus évolués de personnalisation omnicanal ou du prédictif. On va essayer de répondre à des besoins qui sont là, qui n'ont pas été répondus. Et souvent, c'est les cas d'usage qui créent le plus de valeur. Je vous donne un exemple qui est assez répétitif, que j'observe vraiment sur l'ensemble de nos clients, notamment quand ils ont une activité e-commerce. C'est l'exploitation des audiences sur les plateformes médias. Franchement, c'est des cas d'usage qui peuvent paraître simples, mais qui ont un impact direct sur les budgets investis en acquisition client. Donc, typiquement, l'exclusion des clients qui n'ont pas de potentiel de conversion, donc les clients récents ou les clients abonnés, ça, c'est un use case qui permet de récupérer, enfin, on l'a mesuré dernièrement sur un panel de nos clients, entre 10 et 30% de budget d'acquisition. Alors que c'est le cas d'usage peut paraître vraiment très, très, très simple. Un autre cas d'usage, c'est aussi de nourrir ces plateformes publicitaires de toutes les données dont ils ont besoin pour comprendre qui sont vos meilleurs clients, qui sont les clients qu'il faut, enfin, qui n'ont pas de potentiel, et ainsi optimiser leur algorithme pour générer des clients, enfin, vous ramener des clients qui optimisent la lifetime value.
Et ensuite, après, bah, si on a en fait une fonction CRM qui est bloquée pour lancer des ciblages, comme on l'a vu tout à l'heure avec Mime, bah, on leur donne cette interface qui permet de créer des ciblages beaucoup plus facilement. Voilà. Je sais pas si Philippe. Ouais, c'est ça. Non, mon seul commentaire serait de dire effectivement un petit peu comme un projet CDP de manière globale, Mm. essayer de visionner une matrice d'impact et d'effort, c'est-à-dire vraiment croiser en gros ces deux notions-là pour voir effectivement c'est quoi le cas d'usage qui semble être le plus intéressant à déployer. Le gros avantage, c'est que en toute vraisemblance, un grand nombre de données seront déjà présentes sur le data warehouse et Mm. des données qui sont à la fois le croisement entre ce qui s'est passé en termes de comportement utilisateur online et le pendant transactionnel, peut-être côté offline. Et c'est vraiment cette vision-là, en fait, qu'on peut exploiter à travers des cas d'usage, effectivement, de réduction des coûts, à savoir d'exclusion d'audience, enfin, ce genre de choses qui sont relativement simples, mais qui produisent le plus de valeur. Et c'est Ouais. ensuite, progressivement, et puis, vu que ce modèle de CDP composable s'ajuste justement à cette progressivité, on va aller chercher plus loin en maturité, on va inclure progressivement l'IA dans la création des audiences, et c'est comme ça qu'on va vraiment pousser la maturité digitale à un autre niveau, mais toujours rester simple au départ et le faire de manière pragmatique avec peu de use case, mais beaucoup de valeur générée. Ça, c'est vraiment le conseil le plus fondamental, je crois. Et pour aller sur la dernière question sur la CDP de Fatima, euh, en fait, pardon, on parle beaucoup d'audience parce que c'est vrai que c'est l'utilisation principale qu'on observe majoritairement sur les CDP, mais oui, on peut créer des scores, donc des agrégats, donc par exemple l'ensemble, la valeur d'un client sur les 60 derniers jours, donc c'est donc toute définition qui peut être une audience, donc c'est une population définie par des règles, ou encore des agrégats ou des attributs calculés, ou des attributs avec des formules, peuvent être calculés directement dans la CDP. Donc la CDP composable, enfin, une solution type Dynamo, on va enregistrer la définition de vos attributs, donc de ces agrégats, et à chaque fois, on va aller requêter la source unique qui est le data warehouse pour avoir la dernière valeur et mettre à jour des systèmes type CRM, donc si c'est envoyé vers le CRM en tant qu'attribut de personnalisation, à chaque fois que ça change dans la data warehouse. Donc oui, il y a également des agrégats et qui peuvent être utilisés à la fois pour construire des audiences ou pour être poussés vers des outils, notamment les outils de marketing automation ou encore les outils de support type Zendesk, Intercom pour enrichir la fiche client sur ces outils de support. Merci en tout cas beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, envie d'explorer, je dirais, le territoire relativement frais des CDP composables, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez donc nos profils LinkedIn, mais vous connaissez aussi les moyens de contacter nos entreprises respectives, donc 55 d'un côté et Dinmo de l'autre. On sera donc ravis d'échanger avec vous et d'explorer tout simplement, parce que peut-être que le sujet CDP composable, pour certaines entreprises, c'est peut-être pas la bonne direction. Donc on est vraiment là aussi pour... oui, désolé, je suis pas sûr que le message est le meilleur pour toi, Oussama, mais c'est une réalité pour nos Non, clients. mais Et donc, c'est ça qu'on a envie de faire, vraiment comprendre si ce territoire doit être exploré, si on peut en générer le plus de valeur possible pour nos clients. bien sûr, on est complètement pragmatique par rapport à ça. Et même, il m'est arrivé en fait des fois où je disais à des clients, franchement, vous n'êtes pas prêts à dire non. J'aurais pu dire, on signe tout de suite. Mais la transparence avec les clients, franchement, elle est fondamentale chez nous. Donc, on essaie de la garder et on leur dit tout simplement, enfin, on les renvoie vers des 55, nos partenaires aussi de services, pour faire le nécessaire pour être capable d'aller ensuite sur les saisons d'activation. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.